Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix. Ces trois mots dans l'actu sont commission, pétition et inauguration. La commission mixte paritaire entre sénateurs et députés, c'est demain pour essayer de s'entendre sur la réforme des retraites. Une pétition signée par 130 eurodéputés réclame un impôt mondial sur la fortune des ultra-riches. Et puis l'inauguration à venir d'un quai Valéry Giscard d'Estaing à Paris. L'écologiste Alice Coffin a vu rouge à cette occasion en conseil municipal. Les vraies voix Sud Radio. Le gouvernement se dit toujours convaincu d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. En attendant, jeudi certainement, 7 députés et 7 sénateurs se retrouvent demain, mercredi, pour tenter de trouver une version commune. Une commission mixte paritaire qui ne sera pas filmée, comme le souhaitaient pourtant les députés de la France Insoumise. La chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, promet tout de même de faire la transparence sur ce huis clos. Écoutez, nous, on va utiliser ce que nous avons à disposition, c'est-à-dire à la fois évidemment nos réseaux sociaux, nos Twitter et autres, peut-être sortir régulièrement, faire des points aussi vidéo ou live de ce qui s'y passe. En tout cas, nous voulons sortir ce qui se passe dans cette commission mixte paritaire d'un secret et d'une sorte de démocratie de couloir pour que on puisse avoir une publicité, une transparence sur ce qui s'y passe et ce qui s'y vote. Les députés opposés à la réforme des retraites préparent une motion de rejet global du texte s'il est soumis au vote définitif jeudi. Autre riposte, une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Les indépendants du groupe Lyot, Liberté, Indépendants et Territoires veulent jouer un rôle de catalyseur sur ce sujet. Un jour très attendu demain, Philippe Bilger. Cécile, sur l'histoire de la CMP, moi, j'aurais trouvé très intéressante la publicité des échanges parce qu'au fond, ça aurait complété ce que j'appellerais la formation de base sur le plan constitutionnel du citoyen français avec ce projet de loi sur les retraites, aussi bien pour l'Assemblée qu'au Sénat. Je trouve dommage qu'on n'ait pas fait une exception. Oui, je trouve c'est incroyable. On se demande bien pourquoi la présidente, on a bien compris pourquoi, mais c'est incroyable de donner, en plus, vous donnez une suspicion, vous jetez le doute sur ce qui va se passer dans cette commission mixte paritaire. C'est dérisoire. Par ailleurs, demain et jeudi, jour crucial, j'en parlais avec Frédéric Dabi, mais je fais appel à votre mémoire à tous autour de la table et toutes, également Cécile. Je n'ai pas le souvenir de leaders syndicaux manifestant devant l'Assemblée nationale le jour d'un vote. Je crois que ça n'est jamais arrivé. L'ensemble des leaders syndicaux, Laurent Berger, Philippe Martinez, mais pas simplement, Info, il y a 8 organisations syndicales, seront devant l'Assemblée. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente véritablement. C'est très intéressant. Moi, j'ai pas souvenir non plus. Françoise, et pour moi, c'est le reflet de ce qui s'est passé pendant cette bataille, cette séquence retraite, à savoir une sorte de lutte entre la scène politique, la France Insoumise, la NUPES, voulant impulser le mouvement, et la scène syndicale. En 95, personne ne se souvient de prise de parole de Lionel Jospin, qui était le chef de l'opposition après sa belle campagne présidentielle, mais on se souvient de Louis Vianney, de différents leaders syndicaux. En 2010, c'était plutôt une bataille Éric Woerth-Fillon contre les leaders syndicaux, notamment Bernard Thibault. Là, on a vraiment cette confrontation qui a été tranchée par les Français dans des sondages. Ce ne sont que des sondages où on a eu le sentiment que c'était la scène syndicale qui était la plus légitime à porter le fer contre cette réforme. Mais l'heure est grave. Hein. Je veux dire par là qu'être capable de mettre Laurent Berger dans cet état aussi radical, aussi abrasif, et surtout la CFDT ou la CGC. Et la CGC, oui, effectivement, vous avez raison. Encore pire, mais on la connaît moins. Mais c'est quand même, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays avec le niveau de sympathie pour les manifestants qui me Et sur la diffusion de la la diffusion donc de la commission paritaire, c'est vrai que de plus en plus nous avons pris l'habitude de visionner tout ce qui se passe dans les assemblées. C'est bizarre, ça manque. En même temps, Françoise, allez-y, Philippe. La radicalité de Laurent Berger, ce que j'aime bien, c'est qu'elle sait s'amender. Il dit si l'Assemblée vote, j'en prends acte, un point, c'est tout. Donc, il n'a pas tout à fait dit ça, d'abord, parce que c'est la tradition de la CFDT. Quand un texte est voté, on rentre tous à la maison. Ça, c'est la tradition de la CFDT. Il dit pas ça, Laurent Berger. Il dit si ça passe au 49.3, c'est grave. Non. Et si, oui, mais l'autre chose. Et ça terminera la parenthèse. Il est quand même assez flou sur qu'est-ce qu'il va faire, que vont faire ses troupes si le texte est voté. Allez, restons dans la question des retraites. À 18h30 d'ailleurs, dans le projecteur des vraies voix. Faut-il réquisitionner les éboueurs? La question que nous vous posons, vous les auditeurs de Sud Radio. On sera avec des élus de communes et des villes concernées
pour en parler. Alors, autre sujet, cette pétition signée par 130 eurodéputés pour demander une taxation mondiale des ultra-riches. Ce que nous avons réussi à accomplir pour les multinationales, nous devons désormais le faire pour les grandes fortunes, écrivent dans une tribune publiée par Le Monde l'eurodéputé socialiste Aurore Lalucq et l'économiste Gabriel Zucman à l'initiative de cette campagne signée par 130 eurodéputés désormais. Notre proposition est simple, écrivent-ils, instaurer un impôt progressif sur la fortune des ultra-riches à l'échelle internationale afin de réduire les inégalités tout en participant au financement des investissements nécessaires à la transition écologique et sociale. L'économiste Gabriel Zucman qui s'en expliquait il y a quelques semaines dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Pour ce qui est des milliardaires français, les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qui gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a plus d'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune immobilière, mais l'immobilier, leur fortune, c'est des actions, c'est pas de l'immobilier. Donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif, qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres financiers. C'est vrai que même quand l'ISF existait, il exonérait les très grandes fortunes, les milliardaires, Bernard Arnault et autres ne le payaient pas. Et le taux effectif d'imposition pour les très très grandes fortunes françaises, les 380 ménages aux revenus les plus élevés, donc le 0,001% du haut de la distribution. Alors taux effectif d'impôt sur le revenu, c'est de l'ordre de 2%. Les auteurs mentionnent l'idée d'une taxation à 1,5% à partir d'un patrimoine de 50 millions d'euros. Ils affirment qu'en 2018, par exemple, Elon Musk, alors deuxième homme le plus riche du monde, n'a pas payé 1 centime d'impôt fédéral et qu'en France, les 370 familles les plus riches sont effectivement taxées à 2-3%. François, on est pris par le temps. Hein. Les chiffres sont exacts. Proposition déjà portée par Joseph Stiglitz, qui est tout sauf un gauchiste et qui est prix Nobel d'économie il y a un mois à la une du New York Times. Allez, et on termine par cette info. La ville de Paris aura bientôt un quai Valéry Giscard d'Estaing. Oui, le quai en face de son musée d'Orsay va devenir le quai Valéry Giscard d'Estaing. Le Conseil de Paris vient de le décider à l'unanimité. Hommage de la capitale à l'ancien président disparu en 2020. C'est sous son septennat, dans les années 70, que Paris avait obtenu le droit d'élire démocratiquement son maire et de ne plus être administré directement par l'État. Quai Valéry Giscard d'Estaing, oui, mais l'écologiste et féministe Alice Coffin a pris la parole, donnant lieu à un échange très tendu avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alice Coffin évoquait les accusations d'une ancienne première ministre danoise et d'une journaliste à propos de VGE. Ces deux femmes ont dénoncé des agressions et harcèlements sexuels de l'ancien président de la République. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui vous pose problème? Surtout continuez. Merci. Continuez. Nous voulons dire, malgré les hommages, malgré les louanges, nous vous avons entendu, nous vous croyons. Moi, je ne pratique pas le féminisme à géométrie variable. Et j'aimerais vous entendre de la même façon, avec la même vigueur, lorsqu'un responsable politique de gauche explique que mettre une petite gifle à sa femme, c'est une affaire d'ordre privé. Vous m'avez pas entendu, je vais pas arrêter de le dénoncer. Avec la même je vais pas vigueur. arrêter de le dénoncer. Et vous pouvez pas me dire ça à moi. Et je donne pas arrêté de dénoncer. la parole. Donc vous voulez parler? Ce conseil municipal se tenait en présence du fils de l'ancien président de la République, Louis Giscard d'Estaing. Notez, pour l'anecdote plus légère au passage, que même de son vivant, Valéry Giscard d'Estaing avait un boulevard à son nom à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Boulevard chanté par Alpha Blondy, qui déplorait son caractère d'ailleurs très accidentogène. Boulevard Giscard d'Estaing, boulevard de la mort. Merci beaucoup Félix Mathieu. Il s'en passe des choses dans les conseillers, dans les conseils municipaux.